Une voix ensommeillée répondit. « Entre !» Je pénétrai dans la pièce obscure et F vint à ma rencontre. « Salam, frère !»« Salam. Je suis venu un peu tôt. »« Non, non, ça va. »« Assieds-toi. »« Alors vous rentrez. »« Ouais, nous sommes décidés. Mon ami doit accoucher dans 3 mois. Et ici, ça ne paraît vraiment pas possible. Nous allons rentrer. » F se redressa de tout son corps et me fit face. Nous nous étions rencontrés à Téhéran 4 mois plus tôt, puis retrouvés à Kaboul à l'entrée de l'hiver. Lui et son ami remontaient des Indes. Tandis que ces dernières semaines, j'avais traversé le pays du nord au sud en suivant les caravanes des nomades. Quant à eux, ils étaient partis avec l'espoir que leur enfant naîtrait en Orient, mais le voyage les avait vaincus. Moi, j'errais après ma longue marche. Le désert distille un mal dont il est très difficile de se remettre. Et il arrive que l'on reste très longtemps convalescent, incapable d'entrer dans une ville sans avoir le sentiment de trahir une cause sacrée, de commettre un sacrilège, sans éprouver un malaise. Le désert est le lieu unique des choses entières et définitives. Je ne savais pas si je rentrerais. Toute idée de retour éveillait en moi la honte des défaites et des renoncements. Un guerrier qui part si loin ne doit pas perdre. Et j'étais, à ma manière, un guerrier. Mon allure, ma solitude et le peu de mots dont j'usais attestaient de mon état. J'entretenais pour les autres, et pour moi-même, cette image de passant taciturne et violent, qui s'est fixé un but très loin en avant, dans le temps et dans l'espace, et que rien, sinon la mort, ne semble pouvoir arrêter. F avait été séduit par la manière dont je me déplaçais dans le monde, et parfois je sentais une nostalgie amère sourdre dans le récit de ces longues courses aventureuses, précédant sa rencontre avec C. Ce matin, plus que jamais, il donnait le spectacle de la lassitude et de la déception. On ne peut rien faire ici. Tout est corrompu. L'enfant naîtra en Europe. Il se retourna vers l'angle le plus sombre de la pièce, où C dormait encore, et resta un moment silencieux avant de répéter « Nous allons rentrer. Il n'y a pas d'autre solution. » J'allais répondre lorsque la porte s'ouvrit violemment sur une cascade de couleurs et de rires. C'était Blanche, qui, selon son habitude, venait faire partager son insouciance et sa joie. Elle se pencha rapidement sur moi et m'embrassa sur le front. Comme elle se redressait, elle se heurta au regard dur de F, qui lui reprochait sa présence et sa volubilité matinale. Elle me tendit la longue cigarette de hashish qu'elle tenait à la main, et F s'emporta. « Ah non, pas ici! Ne voyez-vous pas qu'elle dort ?» Devant notre silence, il reprit plus calmement. « Soyez gentil, laissez-nous. » Il était cette fois au bord des larmes. Je sentais son désarroi et jugeais plus sage de m'en aller. Passant un bras autour de la taille de Blanche, je l'entraînai vers la porte.
Comme nous allions sortir, je lançai « À ce soir, chez Farouk ». Mon ami ne répondit pas, et l'image que j'emportais de lui ce matin-là était celle d'un jeune homme brisé par un long voyage et qui regarde ses rêves se dissoudre, la tête prise dans ses mains et le cœur ailleurs. Sous les arcades, je cherchais Blanche Desieux. Elle était montée à la place d'un joueur d'échecs sur le haut édifice de bois et avait entamé, dans la légère brume du jour, une partie imaginaire. « Déplace le cheval !» cria-t-elle. « Et prends la place du roi. Je veux que tu sois mon roi. Notre royaume est en détresse et la reine Blanche a besoin d'un guerrier tel que toi. Viens, approche !» Sur l'air du jeu, je basculai la lourde statue du roi et m'installai au milieu de la case en souriant. « Tu es bien ?» demanda Blanche soudain sérieuse. Je ne répondis pas et la regardai. Une tête blonde, ceinturée d'un bandeau bleu, des yeux d'un azur clair, une bouche riante et mobile qui découvrait de petites dents blanches et des vêtements multicolores tout en pastel et en indienne. Telle était ma complice capricieuse du moment. Notre rencontre avait eu lieu 3 jours plus tôt dans le bazar. Nous sourions au milieu de la foule qui nous rapprochait l'un de l'autre, et Blanche m'avait abordé avec la simplicité et la tendresse qu'on réserve d'habitude aux vieux amis. J'avais du mal à définir la nature des liens qui nous unissaient et qui ne semblaient relever ni de l'amitié ni de l'amour. C'était plutôt une reconnaissance, une rencontre longtemps différée, un destin occulte qui soudain prenait corps et s'accomplissait avec violence dans une ville violente, au cœur d'un pays terrible qui soufflait la chaleur et le froid au visage étonné du voyageur. Pour moi, Kaboul s'appelait Blanche, coléreuse et changeante, brûlante et glaciale. Pour le marcheur solitaire, en quelques jours, Blanche était devenue une saison. « Tu es bien sur ta case de roi ?» Pressentant la moquerie, je restais silencieux. « Tu dois être bien en ton royaume. Et pourtant, je te l'ai annoncé, le péril est proche. Le péril est proche qu'annonçaient les prophètes. La reine se meurt dans sa tour. Une agonie d'amour et de désespoir, telle que le monde n'en a connue depuis la table ronde. Tu dors sur tes exploits pendant que ta reine rend l'âme, lasse de t'avoir attendu. La laisseras-tu mourir? La laisseras-tu? C'est la fin de la course pour les hommes de ton espèce qui vivent d'aventure et de quête. Si tu ne voles pas au secours de ta dame, elle sera perdue pour toi. Et toi, tu seras perdu pour le monde. Fais attention. » Elle avait déclamé sa tirade, une main levée dans l'air, tandis que l'autre reposait sur l'accoudoir du gigantesque fauteuil. Le décor tout entier du jardin, encore endormi, venait ajouter à la majesté du discours. « Blanche, je t'en prie, cesse ce jeu !» dis-je en m'agitant nerveusement sur la case. « Écoute le vent, écoute, et regarde autour de toi. Es-tu devenu statue à ton tour? C'est fini, mon doux, mon unique, tu ne peux plus échapper. Tu es échec et mat, mon tendre.